Bonjour, une nouvelle saison de Dimanche en politique débute ce 15 septembre. Dans un contexte inédit, un gouvernement qui n'est toujours pas au complet 3 mois après la dissolution de l'Assemblée nationale. Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, a promis normalement de dévoiler son gouvernement dans les jours qui viennent, on verra ça. Les oppositions, pendant ce temps-là, elles se mettent en ordre de bataille, avec en ligne de mire peut-être une potentielle autre dissolution d'ici moins d'un an. En tout cas, c'est ce sur quoi parie le Rassemblement national. Je reçois aujourd'hui pour l'entretien Laure Lavalette. Bonjour. Bonjour, vous êtes députée du Var et toute nouvelle, enfin, vous avez été remise dans vos fonctions de porte-parole du RN. On va parler de l'actualité de ce matin. Encore un drame en Manche. Au moins 8 personnes ont péri la nuit dernière en voulant rejoindre les côtes anglaises. 45 migrants se sont noyés depuis le début de l'année. Il y a 15 jours déjà. 12 personnes avaient trouvé la mort dans ce nouveau naufrage. 6 autres personnes sont en état d'urgence absolue, dont un bébé de 10 mois. Vous, comment est-ce que vous réagissez à ça ? Je suis très en colère, parce qu'effectivement, ça ne devrait plus arriver. Et on voit depuis 2015 que la Méditerranée est devenue un cimetière. À chaque fois, on est de plus en plus choqués par les drames. Là, c'est évidemment en Manche. Ça n'est pas exactement pour les mêmes raisons. Les gens qui périssent souvent en Méditerranée sont ceux qui y arrivent, et en Manche sont ceux qui veulent repartir. Je pense effectivement que les migrants sont aussi des victimes de cette immigration complètement massive, dérégulée que nous vivons. J'ai été concernée, moi, en tant que députée toulonnaise, puisque vous savez, l'Océan Viking était arrivé à Toulon. Et effectivement, fidèle à ce que nous pensons, nous voulons secourir ces bateaux et ces gens en mer, mais pour les reconduire au premier port, voilà. Alors qu'effectivement, la Macronie voulait plutôt les accueillir et les répartir dans nos campagnes. Alors, vous disiez, c'est pas pareil en Manche, parce qu'effectivement, il y a les accords du Touquet depuis plus de 20 ans qui ont été signés entre le Royaume-Uni et la France, et qui prévoient que les autorités anglaises fassent déjà des contrôles sur le territoire français. C'est une espèce déjà de double frontière que défend le Rassemblement national. Là, c'est une double frontière, très clairement, et ça marche pas. C'est-à-dire que l'Angleterre nous a délégués, mais sur des migrants qui sont déjà en France. Tout l'intérêt de la double frontière, ce serait de faire en sorte que ces gens n'arrivent pas sur notre sol. Et vous avez raison de parler de cette double frontière qui a été tellement raillée, tellement moquée à la fois par la classe politique et par la classe médiatique. Peut-être d'ailleurs, on y était vous, Monsieur Le Tellier. Voilà, c'était une des mesures de Jordan Bardella. Tout le monde a J'avais posé des questions à l'époque. Voilà, mais le fait est que là, ça marche pas non plus. Non, le fait est quand même que le chancelier allemand a évidemment envie de mettre ça maintenant. Oui, mais le fait est que ça marche pas non plus ici. Oui, mais parce qu'ils sont déjà sur notre sol. Le but étant d'empêcher que les gens arrivent sur notre sol. Mais ça marche pas pour ceux qui voudraient pas. Et la double frontière que nous voulons mettre en marche, elle est très simple. Effectivement, il faut que Frontex, qui est l'agence, qui pour l'instant est une agence d'accueil de migrants, reprenne sa prérogative première, qui est une frontière extérieure de l'Europe. Et on est assez bien placé pour en parler, puisque Fabrice Légéry, son ex-patron, est député européen aux côtés de Jordan Bardella. Donc il y a cette double frontière et à l'intérieur des frontières aussi nationales avec des. L'Allemagne est un exemple pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Allemagne a pris conscience de la gravité de la situation. Sur cette détermination-là, à évidemment savoir qui rentre sur son sol. C'est exactement ce que dit le chancelier Scholz. Il dit on veut décider. Donc l'Allemagne de gauche est un exemple pour vous. Mais vous savez, la lutte contre l'immigration, Monsieur Le Tellier, elle n'est ni de droite ni de gauche. Non, mais en l'occurrence, c'est un gouvernement de gauche. Bien sûr, mais on n'est pas sectaire et puis on n'est ni de droite ni de gauche. Je vous rappelle. Alors, juste. Encore une fois, je pense qu'il y a un réveil des peuples. Vous voyez, les gens ont bien compris que cette immigration massive, elle pesait sur nos comptes publics, sur notre sécurité, sur notre. Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, dit qu'il faut et il s'engage à maîtriser les flux migratoires. Il veut des mesures concrètes et se dit même ouvert à toutes les idées. Donc autant vous dire, il se tourne vers vous en partie. Est-ce que vous lui faites confiance sur ce sujet ? Parce que déjà, il a eu des prises de position là-dessus. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que Michel Barnier parle de façon plutôt courtoise au Rassemblement national, donc aux 11 millions d'électeurs que je représente sur votre plateau aujourd'hui. Avec vos alliés. Et c'est vrai que la façon dont les gens et dont le Premier ministre devait s'adresser à nous, le respect était une des conditions nécessaires que Marine Le Pen avait demandé pour ne pas censurer a priori ce gouvernement. Alors, sauf est-ce que vous lui faites confiance sur la migration ? On juge un arbre à ses fruits, Monsieur Le Tellier. Donc on va bien voir. Et je suis d'accord que les propositions de Monsieur Barnier au moment de la primaire vont dans le sens, évidemment, du Rassemblement national. Mais je sais aussi que la famille politique de Monsieur Barnier a déjà tout trahi. Les derniers qui ont vraiment trahi le peuple français, c'est sa famille politique avec le traité de Lisbonne. Je sais aussi. Mais vous aviez voté la loi immigration de Gérald Darmanin quand même. Je sais aussi que Nicolas Sarkozy a fait rentrer plus d'immigrés quand il était président de la République que Lionel Jospin juste avant, pourtant de gauche. C'est aussi pour ça, je pense que. Donc vous lui faites confiance tout en se méfiant de sa famille. Oui, mais vous dites, vous avez entendu ce qu'il a dit et vous attendez éventuellement de voir ce qu'il. Bien sûr. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix. Vous voulez que je vous dise le chaos institutionnel démocratique au soir du second tour, cette situation, elle n'est là uniquement parce qu'il y a eu des magouilles absolument terribles entre les deux tours. Mais au soir du second tour, les Français, ils ont toujours envie de moins d'immigration, de plus de sécurité, de plus de pouvoir d'achat. Les aspirations profondes des Français n'ont pas changé.
Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, s'est engagé à dévoiler son gouvernement dans les jours qui viennent. Qui sera, qui n'y sera pas, mystère. Je suis un montagnard, c'est un pas après l'autre. En faisant attention, on met les pieds. Et donc je vais constituer le gouvernement la semaine prochaine, avec des ministres sérieux, et un gouvernement qui sera équilibré, représentatif, pluriel. Et naturellement, ma famille politique, j'en suis très très heureux. J'ai des relations très amicales et très cordiales avec le président Larcher, avec Laurent Wauquiez, avec Bruno Retailleau. Alors Lavalette, est-ce qu'il y aura des ministres RN? Non, il n'y aura pas de ministre RN. Alors, maintenant, pour être clair... Ma famille politique est dans l'opposition. Vous savez dites... bien, constructive, mais l'opposition. On va y venir. Vous dites, on laisse la chance au produit. C'est ce que vous avez dit. Trivial, parce que c'est pas très, très si je vous dis, c'est un soutien sans participation, est-ce que ça vous va comme définition? Mais non, ça n'est pas un soutien sans participation. Ah bon moi, j'attends de voir. Je suis dans l'opposition. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y avait pas de raison, si vous voulez, de faire une censure a priori. J'attends évidemment le discours de politique générale. C'est ça qui va compter aussi. Est-ce que M. Barnier aura entendu les aspirations des Français qui ont porté Jordan Bardella? Vous attendez quoi précisément? Est-ce qu'il y a un ou deux éléments que vous attendez précisément? En tout cas, ce que l'on attend, effectivement, il y aura des lignes rouges sur le pouvoir d'achat des Français. Il n'est pas question qu'il y ait des hausses d'impôts supplémentaires, que les retraites des retraités soient rabotées. Il n'est pas question, effectivement, qu'il y ait encore du laxisme en matière de sécurité, en matière d'immigration. C'est large, mais précisément, est-ce qu'il y a une mesure précise que vous attendez? Je vais vous dire des hausses d'impôts. On ne supporterait pas, effectivement, qu'il y ait des hausses d'impôts. Y compris pour les plus riches? On ne supporterait pas qu'il y ait des coupes dans la santé, par exemple. Alors, Michel Barnier dit qu'il serait éventuellement volontaire pour faire payer les plus aisés. Ça non plus, vous n'en voulez pas? Vous savez très bien que nous aussi, on voulait remplacer l'impôt sur la fortune par un impôt sur les actifs financiers. Donc, ça, évidemment on voulait aussi taxer les super profits. Donc, bien sûr qu'on n'a rien contre ça. Mais soutien sans participation, c'est pas non, ça. C'est pas le terme. Bon, alors c'est quoi? C'est une opposition constructive. Ça n'est pas ma famille politique. Le seul Premier ministre dont nous avions envie, c'était Jordan Bardella. Puis je vais vous dire, on peut s'arrêter 2 secondes quand même sur le fait que ce soit la famille politique qui a tout loupé. Ils ont fait moins de 5% aux élections présidentielles dernières. Ils ont fait un très mauvais score aux européennes et ce sont Justement, on a l'impression que ça vous choque pas, puisque vous dites on attend. Ça me choque. Non, non, vous n'êtes pas choqué. Mais tout le monde est choqué. Mais les Français, les Varois, je peux vous dire, mais sur le terrain sont choqués. Alors j'entends bien ce que vous dites, mais en même temps, vous dites, on va laisser sa chance. Mais il fallait un Premier ministre. Je veux dire, on a déjà passé 52 jours sans Premier ministre. Vous auriez pu laisser Lucie Castet y aller, puisqu'elle on a quand même été la risée du monde entier. Non, parce qu'on voulait que, effectivement, ce Premier ministre respecte le premier groupe d'opposition. Nous sommes 126 députés, 11 millions de voix. Nous sommes arrivés en tête de cette élection. Elle a été gagnée par le Rassemblement national. Il se trouve que institutionnellement, c'est pas ce qui ressort. C'est la raison pour laquelle, vous le savez bien, on demande la proportionnelle. Pour être clair, à l'issue du discours de politique générale de Michel Barnier, une motion de censure venant du RN est-elle possible? Ça dépend ce qu'il dit. Mais est-ce qu'elle est possible? Non, mais elle est toujours possible. C'est une arme, évidemment, que nous avons à notre disposition. Mais j'imagine mal Michel Barnier faire un discours de politique générale pour se faire censurer dans la foulée par le Rassemblement national. J'imagine bien qu'il faut sortir quand même le pays de cette ornière. Oui, mais si par hasard, il ne le fait pas, il y aura censure immédiate. S'il parle de hausse d'impôts, par exemple, oui, il y aura censure immédiate. Mais je pense qu'il va falloir s'adapter aussi à ce que pensent les Français. Ils sont pas fous. Éric Ciotti, votre allié qui fait partie des 11 millions de voix des législatives, lui, quand il parle de Michel Barnier, il salue un homme d'État au service de l'État. Il a beaucoup de respect, dit-il, pour Michel Barnier. Il pourrait, pourquoi pas, être tenté de rejoindre sa famille politique de droite, Éric Ciotti. Ce serait une rupture. Je pense qu'Éric Ciotti a eu un courage que peu ont eu, d'ailleurs, que je salue pour les LR. Je pense qu'Éric Ciotti a senti le sens de l'histoire, a senti au moment entre les deux tours... Est-ce qu'il n'est pas en train de se rapprocher de... Non, je peux vous dire que j'étais avec lui hier, il n'est pas en train de se rapprocher. Il sera aussi, lui, très attentif. Après, Michel Barnier faisait partie de sa famille politique. Il le connaît bien et il en pense ce qu'il veut. Mais il n'y a pas de risque de rupture du contrat avec vous? Il n'y a pas de risque. Hier et avant-hier, c'était la rentrée des députés RN dans les locaux de l'Assemblée nationale. Avec 126 députés, vous le disiez, vous êtes le premier groupe parlementaire. Marine Le Pen a déjà donné plusieurs rendez-vous. On se retrouve dans un système où c'est celui qui a fait le moins de voix qui est chargé de constituer un gouvernement. Donc, espérons que cette mandature soit la plus courte possible. La Constitution interdit, sauf peut-être nouvelle élection présidentielle, de dissoudre avant 1 an. Il reste 10 mois et moi je suis convaincu qu'il y aura, à l'issue de ces 10 mois, au printemps ou à l'automne, des nouvelles élections législatives. Et encore une fois, je les appelle de mes vœux.
Alors Laure Lavalette, pour reprendre vos propos, vous voulez, vous, au Rassemblement national, être une construction constructive et influente. Il va y avoir un autre test, parce qu'il y en a qui sont sûrs de mettre une motion de censure au gouvernement, c'est la gauche. Vous la votez ou vous la votez pas? Et si c'est pour des raisons qui sont valables, évidemment nous la voterons. Certaines, peut-être pas pour les mêmes raisons que vous. Déjà fait, Francis Letellier, Oui, je sais. Vous êtes un observateur de la vie Je politique. sais que vous l'avez déjà fait, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que le gouvernement Macron, on a déjà voulu le faire tomber beaucoup de fois. Contrairement à la gauche, nous on n'est pas sectaires, on vote leur motion de censure, alors qu'on peut douter effectivement de leur intégrité dans la mesure où ils ne votent pas la nôtre. Avait-il vraiment envie de faire tomber ce gouvernement? Encore une fois, vous savez, pendant 2 ans, moi j'ai voté des amendements qui venaient de l'entièreté de l'hémicycle. J'ai voté des amendements du Front populaire. Donc si vous ne déposez pas de motion de censure, mais que la gauche en dépose une, vous pourriez la voter? Si c'est pour, oui, alors, si il la dépose et que nous on la dépose pas, c'est que globalement, on pense que les raisons pour lesquelles ils les ont déposées ne sont pas les bonnes, évidemment. Par contre, si nous on en dépose une et que eux en déposent une pour les mêmes raisons, à ce moment-là. Il y a un autre test aussi, ça va être le vote du budget. Vous avez dit, pour le budget, pas question d'augmenter les impôts. C'est une ligne rouge. Est-ce qu'il y a possibilité que le RN ne vote pas du tout le budget? Ou est-ce que c'est encore en discussion? Écoutez, en principe, il faut bien dire aux Français que le budget, c'est la traduction comptable de choix politiques. Absolument. Si vous votez le budget, vous êtes dans la majorité. Exactement. Vous êtes dans la majorité et effectivement, ça veut dire que ce sont les choix sur la sécurité, sur la police, sur l'immigration, sur l'école. En fait, c'est ça. Quand vous avez un budget, c'est plus pour la police, moins pour l'immigration. Si ça avait été la gauche, ça aurait été peut-être plus pour l'immigration, moins pour la police. On va bien voir encore une fois ce qui sort du chapeau, Monsieur Letellier. Ce qui est sûr, c'est que la situation politique de la France, elle est dramatique. On est à 2 doigts d'être sous la tutelle de l'Union européenne. Ces gens-là ont fait 1000 milliards de dettes en 7 ans. Mais sur le budget, c'est-à-dire autant de dettes qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. La situation, elle est proche du chaos. Je vais bien voir maintenant comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter. Alors vous attendez du gouvernement. Là où vous allez prendre l'initiative, en revanche, c'est fin octobre, puisque votre groupe va remettre à l'ordre du jour la suppression de la retraite à 64 ans. Alors il faut être clair, c'est pour revenir à 62 ans. Alors en fait, ce que nous proposons dans cette niche, c'est effectivement de revenir à la réforme avant la réforme Borne. Donc 62 ans. Je vous rappelle, nous n'avons pas voté puisqu'elle est passée au forceps avec je ne sais plus le combientième des 49.3, mais nous n'avons pas eu le temps évidemment d'aller jusqu'au vote puisque sinon ils auraient perdu dans la mesure où cette réforme inique n'était voulue par très peu, même à l'intérieur de la majorité, le camp était complètement divisé. Donc c'est pour revenir à 62 ans. À 62 ans. Ça n'est pas exactement la réforme que nous voulons parce que vous non, savez parce que Jordan Bardella avait dit 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avec 17 avant 20 ans, voilà. 60 ans et 40 ans. Ça reste toujours au programme. Non, mais ça c'est dans notre programme. Mais là, pour la niche parlementaire, qui est la journée où nous choisissons, nous proposons de revenir à l'avant Elisabeth Borne. Et on va voir d'ailleurs ce que va faire la gauche. Ça va être assez intéressant de voir si la gauche est sectaire, si elle ne vote pas parce que c'est nous, ou si véritablement le quotidien des Français et les 2 ans volés par cette réforme les intéressent. On va accueillir Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, pour sa carte blanche, qui est avec nous et qui revient avec nous cette saison. Bonjour Laurence. Bonjour Francis. Jouer les arbitres, ça peut aussi obliger le RN à jouer les équilibristes, notamment toujours à propos des retraites. Oui, donc vous voulez abroger cette réforme à 64 ans, revenir à 62 ans. Ça va coûter, dit le gouvernement, 15 milliards d'euros par an. Vous l'avez dit, les finances publiques sont mauvaises. Comment on fait? En fait, gouverner, c'est choisir. Vous voyez, gouverner, c'est choisir. Moi, des pistes d'économie, j'en ai plein. Alors, par exemple, l'immigration, 16 milliards. Si j'ai envie de réserver... Alors, c'est peut-être pas l'économie. C'est pas non, mais c'est peut-être pas hein. l'économie, Laurence, que vous auriez faite, sauf que c'est celle que j'ai envie de faire. Donc, effectivement, nous voulons réserver les allocations familiales aux Français. Voilà, toutes les prestations de solidarité aux Français. Ça fait à peu près 16 milliards. On voudrait revenir aussi, vous savez, sur la privatisation des services publics. Ça va pas vous plaire non plus, mais c'est 4 milliards. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse de la gauche. Elle ne peut pas voter avec vous cette réforme telle que vous la proposez dans votre niche parce que la contrepartie est trop importante pour des gens de gauche. Il n'empêche que ça vous a pas échappé qu'on n'est pas encore au pouvoir. Ça vous a pas complètement échappé. Je parle sur la niche. Si vous proposez au nouveau Front populaire de voter avec vous quelque chose dont la contrepartie est clairement quelque chose qui va à l'encontre de leurs valeurs et de leur politique, je me doute bien qu'ils ça ne n'est vont pas pas possible. voter non plus mes économies sur l'immigration, encore une fois, sauf que c'est nous. Mais il faut bien financer la réforme des retraites. Mais bien sûr, on voudrait aussi baisser notre contribution nette à l'Union européenne. Il faut dire aux gens qui nous écoutent, on donne plus à l'Union européenne que ce que l'Union européenne... Mais du coup, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est juste de la communication, parce que vous savez très bien que si la contrepartie pour récupérer ces 15 milliards d'euros, c'est forcément l'immigration, la privatisation du service public et sortir un petit peu de l'Europe, vous n'allez avoir avec vous personne. Encore une fois, vous savez bien que les Français ont bien compris que tant que nous ne sommes pas au pouvoir, nous n'avons pas les coups des franches pour dérouler tout ce que nous voulons faire. Mais on va bien voir ce que va faire la gauche et ça va être intéressant. Donc c'est un coup de com'. On est d'accord, vous savez très bien que ça ne va jamais advenir.
Moi, j'appelle mes collègues de gauche qui ont un peu d'intégrité, qui n'ont pas... Enfin, je vais vous dire, mes collègues de gauche, ils ont fait élire Elisabeth Borne avec des alliances absolument contre nature. Donc, effectivement, je peux douter exactement de ce qu'ils vont faire. Dans les contreparties, est-ce que pour faire passer cette réforme, éventuellement, on pourrait rogner un peu sur les pensions des retraités qui ont le plus d'argent et qui on ne veut pas rogner, on ne veut pas d'impôts supplémentaires. Je vais vous dire, on est champion des prélèvements obligatoires, il n'est pas question d'y toucher. Donc voilà, ça sera évidemment une ligne rouge. Mais encore une fois, vous avez raison, gouverner, c'est choisir. Et suivant votre programme politique, donc, vous ne choisissez pas la même chose. On a bien compris. Et on veut bien taxer les super profits, par exemple, vous voyez. Oui. Mais j'en d'argent. reviens à cette proposition de loi que vous faites, qui n'a aucune chance d'aboutir parce que la gauche ne peut pas accepter le deal que vous faites. Moi, je pense qu'elle peut. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en position de faiblesse? Mais moi, je pense parce que finalement, sans la gauche, vous n'arrivez rien à faire passer. Peut-être que vous aimeriez que nous soyons en position de faiblesse, mais je vous assure que non. Quand on représente 11 Non, c'est millions... mathématique. Non, mais c'est Quand on mathématique. représente À l'Assemblée, non, ce que veut dire Laurent, c'est que c'est mathématique. Quand on représente 11 millions d'électeurs, je peux vous assurer que plus rien ne peut se faire sans nous. Et jamais dans l'histoire, le Rassemblement national n'a été... C'est l'inverse que vous dit Laurence. Elle vous dit, sans les autres, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Mais vous pouvez être 126, mais 120, ça n'est pas la majorité de 189. Qui sont d'accord avec nous. Il y a d'autres groupes. Il y a le groupe Lyotte. Enfin, il y a quand même plus de 10 groupes à l'Assemblée nationale. Et puis, je vais vous dire, la gauche, ils sont quand même tout à fait divisés. Il y en a qui ont dit qu'ils voteraient notre réforme des retraites. Pensez à qui quand vous dites ça? Et il me semble que Coquerel a dit que la question se posait. Je crois que c'est plutôt au Parti communiste que j'ai entendu ça, moi. Oui, je crois que Coquerel aussi a dit que... Ah bon, Mathilde Panot sera là tout à l'heure, on lui posera la question. Je pense qu'il n'a pas été... Voilà. En tout cas, la question se posait, je pense. Merci, Laurence. À tout à l'heure. Jordan Bardella va réorganiser le parti pour éviter de se retrouver avec des candidats plus ou moins recommandables, comme on l'a vu pendant les législatives. Mais il a aussi mis le cap sur les municipales, les élections municipales. Et parmi les villes qui sont visées, il y a Toulon. Vous êtes député du Var. 7 députés sur 8 sont RN dans le Var. Est-ce que vous serez candidate à la mairie de Toulon? 7 députés du Var et 5 sont passés au premier tour. Et vous avez raison, moi les administrés de la deuxième circonscription, dont j'ai un tiers de Toulon dans ma circonscription, 33% exactement, m'ont accordé leur confiance au premier tour à 50%. Donc vous serez candidate au municipal. Ce qui est certain, c'est que nous irons avec un programme, une équipe soudée. Et vous savez, moi je viens juste d'être réélu. Les administrés de cette circonscription viennent de me donner leur confiance d'une façon absolument extraordinaire. Là, pour l'instant, ma façon de servir le bien commun, c'est d'être un député exemplaire au travail. Les municipales, c'est dans 20 mois. Oui, mais Jordan Bardella les prépare maintenant. Il faut des têtes de liste. Mais c'est vous qui allez mener. Et vous avez raison, monsieur Le Tellier, quand je suis dans la rue, que les gens m'arrêtent en me disant on aimerait bien que ce soit vous, on vote pas RN, mais on pourrait voter la Valette. Bien sûr que je rappelle que le Toulon a déjà été géré par le FN. Bien sûr que j'y pense. Et bien sûr que nous y pensons, que j'y pense. Que vous y pensez, donc c'est pas exclu. Non, mais exactement, ça n'est pas exclu. Mais encore une fois, pour l'instant, ma façon de servir le bien commun, c'est d'être un député exemplaire, de continuer à faire ce que je fais. On a une vision sur ce qu'il faudrait faire à Toulon, mais je reviendrai pour vous en parler. Ce sera au moment des municipales, vous avez dit, c'est dans quelques mois. Alors on en parlera. Merci Laure Lavalette d'avoir accepté notre invitation de Dimanche en politique à retrouver sur le site ou l'application France Info ou sur la plateforme France TV. Dimanche en politique se poursuit. Je vais faire ça. Je suis partie trop tôt. Bonjour, rebonjour. Et maintenant, qu'est-ce que va faire la gauche? Parce que la gauche a tout milité tout l'été pour essayer d'imposer Lucie Castet à Matignon au nom d'une offre populaire pour qu'elle devienne la première ministre de toute la gauche réunie. Sauf qu'un autre choix a été fait. C'est Michel Barnier qui est à Matignon maintenant. Et se pose la question aussi du positionnement de la gauche. Et est-ce que la gauche va rester unie longtemps? On va parler de tout cela avec l'invité de Dimanche en politique, Mathilde Panot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente des députés de la France Insoumise, poste que vous aviez déjà. Et on va revenir sur une image d'hier, où on avait presque l'impression que Paris 2024 était reparti pour un tour. Les athlètes français, mais aussi les volontaires qui ont participé aux JO et aux JO paralympiques, ont défilé sur les Champs-Élysées, un événement dont Emmanuel Macron avait lancé l'idée. 70 000 personnes invitées ont participé à ce dernier rendez-vous. Fini donc la trêve olympique qu'Emmanuel Macron avait décrétée, même si, je l'ai dit, elle n'avait pas vraiment eu lieu cet été, puisque vous étiez à la bataille encore tout cet été. On va s'arrêter un petit peu sur les Jeux Olympiques. Avec le recul, est-ce que vous considérez que c'est une réussite ? Je crois qu'il y a eu une grande fête populaire lors de ces Jeux Olympiques et c'est heureux. Mais qu'il faut regarder à qui ont été les perdants et qui ont été les gagnants des Jeux Olympiques. Et lorsqu'on regarde, vous avez des multinationales qui ont gagné énormément avec ces Jeux Olympiques, 12 500 expulsions qui ont été dénoncées par des associations, l'utilisation de technologies de surveillance de masse qui ont été utilisées lors de ces Jeux Olympiques et dont nous craignons qu'elles soient continuées par la suite. Et surtout, et Monsieur Le Tellier, je voudrais insister dessus,
une envie populaire qui s'est faite autour du sport. Beaucoup de gens, en regardant par exemple Léon Marchand, ont envie eux aussi de faire de la natation. Et c'est très heureux que la jeunesse veuille elle aussi aller le plus loin possible dans le sport populaire. Sauf que derrière, nous n'avons pas les équipements pour ce sport populaire qui se trouvent dépouillés. Et donc, nous critiquons aussi l'héritage de ces Jeux Olympiques. Alors, justement, la France Insoumise va lancer une mission d'information ou une mission d'enquête sur les Jeux Olympiques. Vous en attendez quoi? Qu'est-ce que vous soupçonnez? Parce qu'on a bien entendu ce que vous avez dit là. Mais est-ce que vous soupçonnez autre chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses à aller voir, à aller creuser? Il faut, oui, bien sûr. Par exemple, sur le coût des Jeux Olympiques, si je vous demande combien ont coûté les Jeux Olympiques, vous ne savez pas me dire. Entre 9 et 12 milliards, ça dépend des appréciations. Quand vous parlez, par exemple, avec des artisans taxis, avec des petits commerçants, ils disent qu'ils ont soit dû fermer, soit qu'ils ont vu une baisse de leur chiffre d'affaires et que donc là aussi, ce sont des multinationales qui ont été gagnantes dans la période. Donc je crois que tout ça est utile à examiner. Et puis surtout, je voudrais insister sur un point qui, moi, m'inquiète beaucoup. Je parlais du sport populaire, du manque de gymnase, du manque de piscines dans beaucoup des départements, avec des inégalités territoriales très fortes. À l'entrée de la 6e, en moyenne, c'est 1/3 des enfants qui ne savent pas nager. Quand on prend par exemple la Seine-Saint-Denis, c'est 6 enfants sur 10 qui ne savent pas nager, avec des risques de noyade derrière, alors que je crois que ça fait partie de l'éducation de toutes et tous et de l'émancipation et de ce sport populaire. Alors les JO, ça restera un souvenir. En attendant, retour aux réalités, retour ou toujours les réalités, le pouvoir d'achat qui reste une préoccupation majeure des Français. Un sujet qui, on se souvient, était au cœur des campagnes électorales dernières, que ce soit la présidentielle, les législatives, les européennes, partout. Mais les prix de l'énergie commencent à baisser et l'inflation aussi. Le 7 novembre 22, il était à 1,60. Et aujourd'hui, 1,13. Je suis très contente, évidemment. Bien sûr, parce que c'est déjà très très cher. Après 2 années de hausse, cet abonné au tarif réglementé de l'électricité verra enfin son budget s'alléger d'au moins 10% en février prochain. Ça va représenter pour nous une économie d'environ 170 € par an. Bien sûr que c'est toujours bon à prendre, bien que le prix de l'énergie reste toujours élevé. L'inflation est repassée sous les 2%. Depuis 7 ans, la France enregistre des résultats économiques que nous devons confirmer dans les années à venir. L'indice des prix à la consommation s'est établi à 1,8% en août. J'ai remarqué une petite baisse ces dernières semaines du diesel. Oui. Une légère baisse qui n'a pas une incidence énorme sur mon pouvoir d'achat ou mon portefeuille, mon quotidien. Lasagne, ça a augmenté ça aussi. Ces prix-là ont plutôt baissé sur les derniers mois. C'est votre impression ou pas? Non, c'est pas baissé. Non, c'est pas baissé. Sûr et certain. Mathilde Panot, vous avez vu, les prix de l'essence baissent, l'électricité, le gaz aussi, c'est annoncé. C'est une bonne nouvelle tout ça quand même. Le fait que l'inflation... C'est moins dramatique quand même qu'il y a quelques mois. Ou pas. Non, mais il faut comprendre de quoi on parle. Quand on dit l'inflation est à moins de 2% en disant c'est une excellente nouvelle. D'accord, ça veut dire que ça augmente moins vite. Mais ça ne veut pas dire que ça est redescendu. Quand vous prenez les chiffres, par exemple, du FC Que Choisir, ils disent, en 2 ans, depuis 2022, plus 24% sur les pâtes, le riz, l'huile. Ils disent plus 15% sur les produits d'hygiène, plus 23% sur les produits surgelés. Donc, les prix n'ont pas baissé. Et quel est le problème de cette inflation qui, maintenant, avec une crise qui dure depuis plusieurs années? C'est que les salaires n'ont pas suivi. Et que depuis 3 ans, et c'est l'INSEE qui le dit, les salaires réels ont baissé et que les macronistes ont refusé d'avoir une indexation des salaires sur l'inflation ainsi qu'un blocage des prix, notamment de produits de nécessité, au point que, je voudrais dire ce chiffre. Le Secours populaire a sorti une étude cette semaine qui dit qu'un adulte sur 3 se prive de repas, saute des repas pour que ses enfants puissent manger à leur faim. Le nouveau Front populaire réclame le SMIC à 1 600 € net par mois. D'ailleurs, on dirait même qu'à ce niveau-là, c'est pas assez. Maintenant, c'est plus assez. Il faut revoir le chiffre un peu là. Nous l'avons revu à plusieurs reprises et nous pourrons continuer. Non, parce que franchement, 1 600, on n'en est pas loin déjà, et ça n'est déjà pas assez. Alors, oui. C'est ce que dit le Secours populaire aussi. Des gens qui sont au SMIC ou tout près du SMIC qui ont connu des situations de pauvreté. Déjà, en juillet, nous avions fait le SMIC à 1 600 € et la conférence sur les salaires pour augmenter l'ensemble des salaires de ce pays. Parce que c'est indigne de la 7e puissance économique au monde d'avoir autant de travailleurs pauvres, d'avoir autant de gens qui se privent de manger, et donc que nous pouvons faire tout autrement. Donc déjà, nous voulons commencer, c'est ce sur quoi nous sommes sur notre programme du nouveau Front populaire, avec le SMIC à 1 600 € net, pour ensuite avoir une hausse de l'ensemble des salaires. Vous savez que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, au début, il y avait 11%
des salariés au SMIC. Aujourd'hui, c'est 17% des salariés au SMIC. Donc, ça veut dire une mesure qui donne de l'air à des millions de Français dans ce pays et qui, par ailleurs, est une mesure féministe puisque 60% des salariés au SMIC sont des femmes. Alors, on va parler de la retraite parce qu'après avoir travaillé, il y a la retraite. Et première étape, abroger les 64 ans pour revenir à 62 ans. C'est ce que vous avez dit pendant la campagne des législatives pour expliquer aux gens que ça se ferait par étapes. C'est ce que le Rassemblement national va proposer. Donc, est-ce que vous allez voter le texte du Rassemblement national ? Alors, si Emmanuel Macron avait respecté la démocratie, Lucie Castet aurait dû être nommée à Matignon et elle aurait pris immédiatement un décret pour suspendre l'application de la réforme de la retraite à 64 ans, qui n'a aucune légitimité populaire et politique dans ce pays, puisque cette réforme n'a jamais été votée. Donc, c'est ce que nous proposions. Il se trouve que Emmanuel Macron se vit comme un autocrate et a nommé, à l'inverse de ce que nous demandions, Michel Barnier. D'accord. J'y viens sur la retraite. Voilà. Retour le à Rassemblement 62 national. ans, c'est ce que dit le Rassemblement national. Le Rassemblement aussi. national. Et ils vont proposer un texte concrètement le 31 octobre. Dans un opportunisme complet, a annoncé qu'ils le mettraient dans leur niche parlementaire, alors qu'ils ne l'ont ni combattu dans la rue, ils n'étaient pas dans les manifestations, ni combattu à l'Assemblée, et qu'ils se sont même alliés avec M. Ciotti, qui, lui, est pour la retraite à 67 ans, et qui a dit qu'il ne voterait pas ce texte. Vous avez entendu. Nous disons que nous n'avons pas besoin du Rassemblement national pour abroger ce texte. Et je le dis, nous avons demandé une session extraordinaire avec l'abrogation de la réforme de la retraite qui a largement gagné. Je ne sais pas encore. Et vous non plus, monsieur le Tellier. Il y a encore des possibilités. Oui, il y a encore une possibilité d'avoir une session extraordinaire. Bon. Ensuite, il y a les semaines aux mains de l'Assemblée. Il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans lequel nous pourrions mettre un amendement. Donc en clair, vous allez contourner le RN. Et comment ? Il y a notre niche parlementaire qui aura lieu en novembre et qui, sauf aussi... que le texte du Rassemblement national passe avant. Vous êtes obligé de vous positionner par rapport à ça. Oui, sauf que nous sommes au nouveau Front populaire, nous avons des groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat et que nous pouvons faire un système de navette extrêmement rapide et efficace. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous voterez ou non le texte du RN ? Ce que je vous dis, c'est que je ne veux pas laisser cette victoire à l'extrême droite. Donc que nous trouvons tous les autres moyens pour pouvoir abroger cette réforme de la retraite. Vous ne voterez donc pas le texte du RN. Je vais vous dire pourquoi je réponds. Et je vais vous dire pourquoi j'ai ma question. Oui, mais je sais pourquoi vous avez votre question. Allez-y, monsieur Letellier. Non, mais alors, vous savez que ça fait débat au sein de la gauche. Par exemple, Léon Desfontaines, qui est porte-parole du Parti communiste, a dit que voter avec le RN, pourquoi pas ? Il n'est pas député, il disait ça en tant que responsable politique. Fabien Roussel dit qu'il faudra peut-être utiliser toutes les occasions. Tout à l'heure, Laure Lavalette, qui était sur le plateau, disait qu'Éric Coquerel ne l'avait pas exclu non plus. Donc, en clair, est-il exclu de voter le texte du RN sur les retraites ? Alors, je vais vous dire, M. Roussel n'est plus député. Non, Monsieur Desfontaines n'est pas député. Il est porte-parole du PC. Et nous avons, au Nouveau Front populaire, nous nous sommes réunis avec les 4 groupes du Nouveau Front populaire pour trouver tous les moyens les plus rapides pour abroger cette réforme de la retraite. Donc après, si la première occasion se trouve dans la niche du RN, avec une arnaque totale du Rassemblement national, eh bien, je vous dirai quelle sera notre position. Mais pour l'instant, notre position... Mais pourquoi elle n'est pas tranchée ? Mais parce que notre position, c'est que nous voulons, nous qui avons porté, aux côtés des syndicats, des associations, des collectifs, nous qui avons porté cette abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, très clairement dans notre programme, contrairement au Rassemblement national, eh bien, nous voulons, gagner cette bataille politique. Donc, comme certains le disent à gauche, y compris dans vos rangs, s'il y a une possibilité de faire tomber cette réforme en votant le texte du RN, on le fera. Mais écoutez, je verrai. Je ne sais pas si ce texte, je ne sais pas comment ce texte va arriver. Je ne sais pas de quelle manière il va arriver. Ça n'est pas un nom. Mais vous comprenez bien. C'est pas un nom de principe, c'est ça que je veux dire. Nous, jusqu'alors, au Nouveau Front populaire, à la NUPES précédemment, nous n'avons jamais voté un texte du Rassemblement national. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc vous comprenez. Et ça pourrait changer. Vous comprenez que jusqu'alors, nous n'avons jamais donné de victoire politique et que je n'ai aucune envie de donner une victoire politique à l'extrême droite qui n'a jamais combattu cette réforme de la retraite. Donc, nous faisons tout pour que ça ne soit pas dans cette niche du RN. Mais il y aura quand même un texte à voter le 31 octobre. Donc, eh bien, nous verrons, monsieur Le Tellier. Je vous dirai à ce moment-là ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un nom de principe. Je ne veux pas donner la victoire politique. Mais oui, mais alors... Oui, mais vous comprenez que moi, j'ai un groupe parlementaire, que nous sommes un nouveau Front populaire avec lequel nous travaillons. Ce que je comprends, c'est que le RN vous a piégé. Ce que je comprends, ce que vous pouvez comprendre, c'est que le RN agit par opportunisme, effectivement. Et vous a piégé ? Non, parce que nous trouverons les moyens d'abroger cette réforme de la retraite. Sans eux. Sans eux. Mais excusez-moi d'y revenir, hein, mais c'est... Mais monsieur Le Tellier, je ne vous dirai pas, en fait. Mais vous comprenez bien que c'est un tournant. Oui, si vous dites on vote un texte RN, c'est un tournant. Oui, mais je le comprends bien. Mais c'est pour ça que je vous dis que nous trouvons tous les moyens. Écoutez, le Rassemblement national a la première niche. C'est comme ça. Nous avons la seconde niche. Donc, dans le pire des cas,
Si nous n'arrivons pas par aucun des autres moyens, nous avons, nous, notre niche qui aura lieu en novembre et dans lequel nous avons d'ores et déjà Donc vous pourriez décidé éventuellement ne pas d'inscrire voter ou vous la réforme abstenir de la au moment où retraite. le texte du RN arrive. Mais je ne sais même pas quel texte ils vont proposer, monsieur Le Tellier. Mais si c'est Vous juste aviez tout retour à à la l'heure le 60 RN ans. qui expliquait qu'ils allaient faire une politique de préférence nationale pour composer la question de l'argent, une politique de préférence nationale sur les minima sociaux. Donc par exemple, si c'est ça la manière dont ils compensent l'abrogation de la réforme de la retraite, nous serons contre. Donc je ne peux pas vous parler dans le vent comme ça de savoir Vous ce que attendez nous le allons texte. faire. Nous attendons de savoir si nous pouvons ce que normalement nous aurions dû avoir le droit, si nous pouvons abroger cette réforme de la retraite avant, et je le redis, si la démocratie avait fonctionné normalement, Ça, d'accord, mais si ça, c'est Emmanuel Macron d'ici. n'était pas un autocrate et dans une dérive autoritaire, alors nous aurions d'ores et déjà abrogé cette réforme de la retraite. Avant la rentrée des députés dans 15 jours, hier, il y avait la fête de l'humanité, la grande famille de la gauche qui s'est retrouvée, pas toujours sur la même estrade. De la musique, des stands, des syndicats et toutes les forces politiques de gauche. C'est la fête de l'humain et l'espoir cette année s'est incarné dans un nouveau sigle, NFP, Nouveau Front Populaire. Une coalition contre le Rassemblement National arrivée en tête au second tour des législatives. Nous avons fait ensemble le Front Populaire parce que la gauche a toujours été d'abord antifasciste. Peut-être que Jordan Bardella nous écoute et que lui s'en rappelle pas. Donc comment vous vous êtes senti le 7 juillet dernier à 20h01 ? Nous avons gagné, mais nous n'avons pas assez gagné. 293 députés, on le voit, ce n'est pas suffisant. Pas suffisant pour construire une majorité ni pour censurer le gouvernement Barnier. Car la gauche, même unie, reçue à l'Élysée durant l'été avec sa candidate désignée, Lucie Castet, est bien restée aux portes du pouvoir. C'est pour laver la fronde démocratique que les Insoumis réclament la destitution du président de la République. Jean-Luc Mélenchon cherchait hier à convaincre ses partenaires. La motion de destitution va être présentée mardi 17 septembre au bureau de l'Assemblée nationale. Nos camarades communistes et écologistes ont dit que leurs membres au bureau de l'Assemblée, comme les nôtres, voteraient la transmission. Nous attendons de connaître la position de nos camarades socialistes. Mais je veux leur dire, non, attendez, là on marche sur des œufs, donc pas le moment de les agacer. À la fois leader et diviseur, Jean-Luc Mélenchon reste une figure centrale du NFP, même si certains imaginent déjà l'après. Jean-Luc Mélenchon, il m'a exclu. Jean-Luc Mélenchon, il attaque, il blesse. Moi, je continue à parler à tout le monde. Quant à François Ruffin, il a choisi, lui, la stratégie de rupture avec le leader insoumis. Oh, c'est pas la faute de Ah non, pas du tout. Non, mais toutes ces querelles et tout. Si c'était un tweet qui faisait la fin du Nouveau Front Populaire, c'est qu'il serait vraiment pas solide. Et il est solide ? Voilà. Si vous croisez Alexis Corbière ou François Ruffin, est-ce que vous vous saluez ? Oui, je dis bonjour à Alexis Corbière. Quant à François Ruffin, je crois qu'il a franchi toutes les lignes rouges. Alors François Ruffin, on va y revenir avec vous, Mathilde Panot, qui a acté sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il accuse de vouloir s'adresser seulement au quartier populaire et pas à tous les Français. Pour résumer, hier, ça s'est mal passé pour lui à la fête de l'humanité. Il a été hué, notamment par des insoumis. Est-ce que c'est justifié d'abord, ces huées, pour vous ? Mais écoutez, moi, je ne suis pas chauffeuse de ça, monsieur Le Tellier. Les gens ont le droit de dire par des applaudissements, par des cris, s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Je vais vous dire, je crois que c'est symptomatique de ce qui s'est passé avec François Ruffin, qui a blessé et déçu des gens. Et c'est simplement ce qui s'est exprimé, je crois, à cette fête de l'humanité. Et je ne crois pas que c'était uniquement des insoumis. Pourquoi a-t-il blessé des gens ? Parce qu'il dit lui-même qu'il a fait une campagne au faciès. Ce qui est, bon, je crois, très choquant pour tout le monde, en disant qu'il faisait la différence, non pas entre les quartiers populaires et les ruralités, selon quel tract il donnait, mais selon la couleur de peau des gens. Eh bien, je vous dis, nous nous adressons à tout moment, à tous les citoyens et les citoyennes de ce pays. Lorsque nous parlons de la question de l'eau, de l'accès à l'eau, que ce soit en Guadeloupe, à Volvic, à Vittel, eh bien, je crois que nous nous adressons à tout le monde. Revenons à François Ruffin. Les services publics de même. Il y a quelques mois, il était dans votre groupe. Aujourd'hui, il est au groupe écologiste. C'est pour ça que c'est écrit écologiste en dessous. Vous siégiez ensemble. A-t-il été un mauvais député ? Non. Non, mais alors je n'ai qu'est-ce qui se jamais passe dit ça. aujourd'hui ? Alors pourquoi vous en êtes là aujourd'hui ? Demandez-lui. Pourquoi est-ce que celui qui se faisait le chantre de l'unité se permet de critiquer à ce point-là ? Vous y voyez quoi, vous ? Qu'est-ce que vous y voyez derrière ? Il y avait certains qui disaient que, par exemple, critiquer la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon permettait d'avoir une place médiatique au soleil. Donc, je le dis juste... C'est ce qu'ils cherchent ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous y voyez, vous, dans ça ? Moi, je crois que nous avons un désaccord et que ce désaccord
pour François Ruffin et de dire qu'en quelque sorte, il faudrait se concentrer sur la bataille sociale avec des combats qui seraient secondaires. Le combat féministe serait secondaire, le combat antiraciste serait secondaire, etc. Eh bien, je vais vous dire, les combats féministes, les combats antiracistes sont des combats sociaux. Lorsque, par exemple, vous n'arrivez pas à avoir tel ou tel emploi, tel ou tel logement, parce que vous êtes de telle ou telle couleur de peau, cela s'appelle des choses sociales. Et s'ils pensent un seul instant que nous allons abandonner ou segmenter des parties de notre programme, eh bien, nous ne le ferons jamais. Alors, François Ruffin, il a sa place au nouveau Front populaire. Oui, oui. C'est un camarade de gauche. Mais vous savez, nous avons investi François Ruffin. D'accord ? C'est lui qui s'est désinvesti. Donc c'est à lui de poser ces questions-là. D'accord, mais vous n'avez pas de problème avec François Ruffin ? J'ai un problème avec ce qu'il a exprimé comme ligne politique. Je le dis, je trouve ça extrêmement choquant. Et je rappelle ici que la ligne que nous tenons, c'est de dire que la République est une, est indivisible. Et que la France, ce n'est pas une couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont françaises. Ce n'est pas une religion. Il y a beaucoup de religions en France et même beaucoup de gens qui n'ont pas de religion. Ce n'est même pas une langue puisque nous la partageons avec 28 autres pays. Alors, la France, c'est un contrat politique autour de notre devise liberté, égalité, fraternité. Universalisme, c'est ce qu'il défend aussi. Il y a 2 universalismes ? Eh bien non, je crois que quand on différencie les gens selon leur couleur de peau, c'est le contraire de l'universalisme. Le nouveau Front populaire, qui était hier à la fête de l'Humanité, est-ce qu'il va durer plus longtemps que la NUPES ? La NUPES, ça a duré 1 an, grosso modo. Est-ce que le nouveau Front populaire va durer plus longtemps ? J'ose espérer, mais je crois Est-ce qu'il est fait pour ça d'abord ? Oui, bien sûr. Et pour le coup, le nouveau Front populaire a une assise encore plus forte que ce que nous avions créé avec la NUPES, notamment parce que dans l'état d'alerte contre l'arrivée possible de l'extrême droite, dans l'état d'alerte qui a saisi le pays et dans lequel nous devons continuer d'être vigilants et vigilantes, eh bien, se sont mis dans la bataille des syndicats, des associations, des collectifs autour d'un programme de rupture. Et c'est ce programme de rupture qui permet l'unité du nouveau Front populaire. Donc, le programme, garder cette rupture avec les macronistes et ce combat déterminé contre l'extrême droite, voilà ce qui nous tient ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est pas Lucie Castet que vous défendiez qui est à Matignon, c'est Michel Barnier qui dit qu'il va respecter les électeurs du RN, qui va faire un gouvernement avec beaucoup de gens de droite. Avec le recul, est-ce que vous regrettez le barrage républicain ? C'est ce qu'on entend aussi dans vos rangs. Émeric Caron, par exemple, qui dit « Moi, c'est fini le barrage républicain ». Est-ce que c'est fini pour vous le barrage républicain ? Mais je crois qu'Émeric Caron a raison de lancer l'alerte sur ce qu'est en train de créer le président de la République. Il lance l'alerte sur le fait que ce que fait le président en niant le résultat des urnes, en niant une mobilisation massive, notamment de la jeunesse, des villes populaires qui se sont rendues aux urnes pour sauver la République de l'extrême droite. Eh bien, en quelque sorte, il veut dégoûter les gens de la politique et expliquer que voter pour l'un ou pour l'autre... Est-ce que ça remet en cause le barrage républicain ? Écoutez, quand vous avez d'abord Emmanuel Macron et sa majorité qui font une loi immigration qui, avec du programme de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen dedans, et aujourd'hui qui met Michel Barnier, qui porte des propositions avec une orientation politique macrono-le péniste, j'ose le mot. Eh bien, je crois que oui, il y a une question à se poser sur la manière dont Emmanuel Macron sert de marchepied aujourd'hui à l'extrême droite. Sur le barrage républicain, moi je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des questions à se poser sur le barrage républicain ? Nous l'avons fait de manière exemplaire, le barrage républicain. Est-ce que vous le referiez ? Mais oui, mais la question c'est de savoir comment convaincre les gens de faire le barrage républicain quand vous avez M. Barnier qui dit que par exemple il faut faire une politique de préférence nationale sur l'aide sociale à l'enfance, sur l'aide médicale d'État. Mais pour vous, en tant que responsable politique, le barrage républicain doit toujours exister. Mais le barrage républicain, oui, nous l'avons fait en prenant nos responsabilités. Mais je vais vous dire, nous avons sorti des millions de gens de l'abstention qui ont été se mobiliser parce qu'ils comprennent que la politique est une question de vie ou de mort pour eux. Lorsque l'extrême droite pointait et continue de pointer les binationaux, par exemple, lorsque l'extrême droite parle de l'aide médicale d'État, eh bien, c'est une question de vie ou de mort pour des millions de gens. Eh bien, justement, c'est ça que nous continuons de faire en disant que maintenant, ça suffit, Emmanuel Macron, qui fait la courte échelle à l'extrême droite. On verra en fonction de toute façon, il voulait Bardella à Matignon et personne ne peut dire le contraire. Laurence Perron nous rejoint sur le plateau pour sa carte blanche. Bonjour Laurence. Bonjour Francis. Bonjour Mathilde Panot. Dissolution, censure et destitution. Jean-Luc Mélenchon, à la fête de l'Humanité hier, a relancé cette idée de la destitution. Le texte que vous avez concocté arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale mardi. Est-ce que vous pensez que ça a une chance d'aboutir ? Alors oui, ça a une chance d'aboutir. Je vais vous expliquer pourquoi nous décidons d'activer l'article 68 de la Constitution. Et je trouve ça très bien parce que dans cette crise, finalement, l'ensemble du peuple français est en train de se familiariser de plus en plus avec la Constitution de la Ve République et la nécessité de passer à une 6e République avec un président qui décide de tout seul.
Mais Nous est-ce que vous voulons avez les cartes en main? pointer la responsabilité du président de la République. L'article 68 peut être activé lorsqu'il y a 58 députés qui déposent une résolution pour engager la procédure de Donc ça, c'est ce que vous avez Nous fait. sommes 81 députés signataires. Ensuite, ça arrive ce mardi au bureau. Voilà, c'est là que ça se joue. Ce que nous demandons, nous sommes majoritaires avec le nouveau Front populaire au bureau. Ce que nous demandons, les écologistes et les communistes ont déjà répondu positivement. Voilà, votre problème, ce sont les socialistes. Nous attendons la réponse des socialistes. Nous leur disons... Qui ont déjà dit pour certains qu'ils ne veulent pas. Oui, enfin, il n'y a que 3 membres, donc c'est eux qui vont devoir décider. C'est vrai. Voter pour la résolution, c'est permettre le débat aux yeux et aux vues de tous en commission des lois puis en hémicycle. Est-ce que vous doutez des socialistes? Et ça, c'est sain en démocratie. Mais est-ce que vous doutez de la position des socialistes? Non, j'ose espérer qu'ils le feront, y compris... Vous espérez, mais vous n'êtes pas sûr. Ah bah non, je ne suis pas sûre, mais c'est eux qui donneront la réponse. Mais vous voyez bien qu'il y a 52% des Français qui sont favorables à la destitution. Mais on sait bien aussi que pour ça, il faudrait que le Sénat le vote aussi dans les mêmes termes, que ça a peu de chances d'arriver. Est-ce que c'est pas plutôt une sorte de coup d'épée dans l'eau ou finalement une manière de tester la solidité de votre alliance du nouveau Front populaire? Non, je crois que c'est une réponse à la hauteur du coup de force qu'est en train de faire le président de la République. Par ailleurs, le nouveau Front populaire censurera tous ensemble le gouvernement de Michel Barnier, ce que le RN ne fera pas, alors qu'il refuse d'abroger la réforme de la retraite. Mais vous aurez besoin des voix du RN pour faire passer votre motion de censure aussi. Oui. Mais pourquoi est-ce que nous faisons cela? Parce que, encore une fois, c'est le seul outil que nous ayons dans la Ve République pour dire que le président de la République ne peut pas être irresponsable. Il doit rendre des comptes aux gens. Et lorsque vous passez un seuil où le résultat des urnes, il n'en tient plus compte, eh bien, je le dis, le suffrage universel, on n'en tient pas compte. Et on y obéit. Est-ce que vous pensez que le président de la République, qui est bien conscient de ce qu'il a fait, pourrait ne pas être tenté aussi, finalement, de démissionner? Mais très bien, mais s'il veut démissionner, il n'y a aucun souci. Vous l'appelez à la démission? Parce que là, vous parlez de destitution. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation où, vu l'imbroglio qu'ont été ces élections législatives et l'absence de majorité, il devrait démissionner? En tout cas, je crois qu'il y a une compréhension de plus en plus large dans notre peuple et dans notre pays que la France a un problème et que ces problèmes s'appellent Emmanuel Macron. Et qu'il n'est pas normal d'avoir un hyper-président comme cela qui peut s'asseoir sur le suffrage de millions de gens qui ont donné une orientation politique. Je reviens avant de parler de claire. 2027 sur le texte sur la destitution. Si les socialistes ne votaient pas est-ce que c'est un coup de canif dans le pacte du nouveau Front populaire? Je crois que, encore une fois, j'ai bon espoir qu'ils le votent. Pourquoi? Mais s'ils ne le faisaient pas? Ça, on verra. Écoutez, on fait par étapes. Mais je vais vous dire. La politique, c'est aussi pousser un peu ses alliés. Là, encore une fois, le moment du bureau, ce n'est pas décider si on vote pour ou contre la destitution. Non. C'est si on pose le débat. Si le débat sur un comportement d'un président de la République aussi dangereux et erratique que celui que nous avons, que le débat puisse exister. Et encore une fois, c'est ça en démocratie. Pourquoi faisons-nous une démocratie représentative? Pour que par la parole puissent s'illustrer les antagonismes qu'il y a dans la société et qu'on n'arrive pas Alors, je vous dans donne des le situations point. de guerre Vous parvenez à convaincre les socialistes et finalement, imaginons, le président est destitué. Donc, pof, une nouvelle élection présidentielle. Qui est le candidat naturel? Y a-t-il un candidat naturel ou faudrait-il, comme le dit Marine Tondelier, avoir un candidat unique de la gauche et pourquoi pas des primaires? Alors, les primaires, vous le savez, nous ne sommes pas favorables aux primaires pour plein de raisons. D'ailleurs, vous pouvez lire le livre d'Alexis Corbière qui avait écrit un livre sur le piège des primaires dont je partage les arguments. Quant à la candidature unique du nouveau Front populaire, je ne sais pas si nous pouvons y arriver. Je vais être très honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous pouvons y arriver. Mais par contre, ce que je vais vous dire... Pourquoi vous n'y arriverez pas? On va dire que parfois, certains veulent beaucoup être candidats. Vous avez vu les 2 précédentes élections présidentielles où, à chaque fois, Jean-Luc Mélenchon a été empêché d'arriver au second tour, la dernière fois à 420 000 voix près. Voilà ce que nous devons empêcher. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit être le candidat? Est-ce qu'il est le candidat naturel à cette heure? Si l'élection arrivait là... d'ici un an. Jean-Luc Mélenchon a déjà été notre candidat à la présidentielle. Et moi, oui, c'est un candidat qui a permis à la gauche de rupture d'exister dans ce pays. Donc ce serait le candidat naturel? Écoutez, on a beaucoup de candidats. C'est ça aussi la richesse qu'on a. Non, mais je parle chez vous et pour le NFP. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, vous disiez, ce serait le candidat naturel. Comment? Ce serait le candidat naturel. Logique. Enfin, légitime. Oui, enfin, moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon est un candidat légitime, tout à fait. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, transformer ce nouveau Front populaire en une grande fédération de la gauche, imaginer un autre mouvement qui dépasserait LFI et les autres partis? Je crois que ce qu'il faut continuer à faire, c'est, pour le coup, renforcer le Front populaire, notamment sur la dimension du lien avec les syndicats, les associations, les collectifs,
et que c'est ça que nous avons à faire dans les prochains temps, notamment en manifestant le 21 septembre, jour de la fête de la République, à l'appel des organisations de jeunesse et des associations. Manifestation pour la destitution du président de la République. Exactement. Merci Laurence. Merci Martine Panot d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, réalisée par Tristan Nollin, rédaction en chef Claire Sébastien, à retrouver sur le site ou l'application France Info, rubrique magazine, et puis sur la plateforme France TV. Tout de suite, vous allez retrouver l'actualité dans votre région de la mi-journée avec Ici 12-13. Bon après-midi, merci et à dimanche prochain.